c'est le manque de compétences, le manque de matière grise. Parce que ça, ce chantier a été fait pour faire plaisir à l'exécutif. Parce que c'était, et en plus c'est présenté comme un chantier exemplaire. C'est-à-dire, dire, voilà, c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'on va faire. Mais quand on analyse techniquement, si vous voulez, c'est pas possible. Alors tu peux revenir à la photo. Ici en dessous, voilà. Là, on a un alignement de hêtre qui est à peu près dans son état naturel, mais c'est pas vrai parce que s'il était dans son état naturel, on aurait des branches qui partiraient comme ça, etc. Donc ça, tout ça, ça a été déjà dégagé correctement. C'est des petites sections, on ne voit pas les traces, on ne voit pas les cicatrices, on ne voit rien du tout. Donc ça, c'est un endroit qui ne pose strictement aucun problème. Eh bien, il y a aussi un problème de savoir à qui appartiennent ces arbres. Voilà. Là, on est dans le cas typique que je vous disais tout à l'heure. Vous avez une route qui est légèrement taillée ici, et là, elle est légèrement, le champ doit être 1,50 m en dessous, etc. Regardez où sont positionnés les arbres. Ils sont positionnés pour tenir le talus. Donc, ils ont été plantés à cet endroit-là, déjà pour éviter que les gens quittent la route, pour limiter aussi, ce que je disais tout à l'heure, les propriétés, bien franchement, on a des arbres, etc. Et pour tenir le talus. Mais c'est des arbres qui ont été plantés par les propriétaires. Louis, tu pourrais revenir sur les arbres. L'arbre qui est du haut, qui serait en bas, là, dans un talus en pente, qui est coupé à la verticale, au problème de la racine. Ah oui, mais ça, oui. J'ai pas le schéma, mais on peut discuter là-dessus. Donc voilà, ça, c'est des arbres qui posent aucun problème. Les propriétaires ont reçu l'injonction d'élaguer. Et on ne sait pas à qui ils appartiennent. Ils sont peut-être à la route, si ça se trouve. Ils sont sûrement aux deux, voire un mitoyen. Voilà. Et là, vous avez, regardez, là vous avez un cas de figure que vous connaissez bien, vous avez la ligne téléphonique, elle est de ce côté-là. Alors déjà, si on avait, c'était directement lié au problème du téléphone, normalement les gens de ce côté-là n'auraient jamais rien de recevoir. Et là, vous voyez comment ça passe. Les arbres, ils sont largement au-dessus, donc il n'y a strictement rien à faire, même pour la ligne. Sauf à se préoccuper de la petite brindille, le petit machin. Mais ça, c'est du... On revient au cas par cas. Et ça, c'est facile à faire. Vous avez une équipe de mecs avec un petit camion nacelle qui suit le truc, ils coupent avec un gros sécateur, c'est terminé. C'est ça, en fait, l'action intelligente. Voilà. Donc, un exemple. J'ai parcouru beaucoup de kilomètres sur les routes corréziennes. En termes d'élagage raisonné, je n'ai vu qu'un chantier correct. J'ai d'autres que je n'ai pas vu, c'est celui-là. Là, c'est à l'entrée de la Clos. C'est un gros domaine qui s'appelle le domaine de Saumon, qui appartient à une brave dame qui habite à Tulle, qui a reçu le courrier du département en septembre 2017. Et bien sûr, elle se trouvait, comme souvent les vieilles personnes, oh là là, qu'est-ce que je vais faire, etc. Alors, elle a eu le bonheur de demander l'avis au maire. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Dubois. Eh bien, c'est une personne qu'il faut embaucher comme conseil pour régler ces problèmes-là. Parce que comment c'était avant? Vous voyez les souches derrière. Il y avait une ligne de gros Douglas, ou du sapin, je ne sais pas, des gros conifères qui étaient aussi sombres que de l'autre côté. Donc vous aviez une espèce de couloir très sombre. Et ces sapins, ils étaient devenus très gros. Et par rapport à la lisière de chênes, les chênes étaient un peu contraints, etc. Donc le maire a dit, ça va vous coûter cher de faire élaguer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Les Douglas, ils sont moins coupés. Vous coupez les Douglas, et même vous faites un deal avec l'entreprise qui va vous faire l'élagage, qui se paye sur les Douglas, et ça ne vous coûte rien. Et en plus, les arbres ici, ils ont été élagués. Mais vous voyez, est-ce qu'on voit les coupes? Est-ce qu'on voit le trait de foupe comme sur le schéma du département? Non, parce que c'est un travail intelligent. Et l'élagage intelligent ne se voit pas. Sauf quand on est spécialiste, on voit bien. Si vous coupez des petites branches comme ça, vous regardez un peu plus près, vous allez voir avec quelques coupes. On en voit ici quelques-unes. Mais c'est quelque chose qui conserve l'avenir des arbres, parce qu'ils vont pouvoir se développer. Alors après, ça n'empêche pas que de temps en temps, il faut peut-être, quand on en a pas un qui pousse bien, on va enlever celui qui est à côté qui le gêne. Et c'est de la gestion.
Oui, mais enfin, je vois des arbres très penchés au-dessus de la route. Qui est responsable si ces arbres tombent? Mais le problème, c'est que c'est pas parce qu'un arbre penche Ils tombent. qu'il est dangereux. Oui. Non, non, mais c'est justement l'art de l'élagueur ou de l'expert qui va intervenir pour dire ce qu'il faut faire, c'est de dire, ah là, cette branche-là, moi je ne la conserve pas. Donc tu coupes la branche, tu poses un problème. Mais tu conserves l'ensemble de la structure sans être... Parce que le contraire qu'on nous propose tout de suite, c'est de dire, tout ça, vous le mettez droit à 9 mètres. S'il y a un arrêté d'alignement, d'ailleurs, les quelques arbres là sont dans la partie du département, elles ne sont plus chez le propriétaire. J'en sais rien, mais si tu veux... Normalement, là, ils sont bien... la position qu'il y a ici, ils sont bien chez le propriétaire, puisqu'ils sont au-delà du fossé. Non, Ah, si. non, c'est pas le fossé. Ils sont dans le talus. C'est le talus, la haut du talus. Là, ça se discute. Non, mais je suis d'accord. Là, ça se Je discute. suis d'accord. Et quand on a un cas comme ça, si on a un Je suis doute, d'accord. il faut demander l'alignement. Ce qu'ils ont écrit, c'est le haut du talus. Mais on peut Oui, l'expliquer. oui, non, mais je veux dire, c'est toujours ambigu. On peut pas, il n'y a pas de règle absolue. Il y a une règle normale. Bon. Mais après, il y a des interprétations. Et le seul disons, truc, c'est qu'il faut faire venir un géomètre qui va donner la ligne. Déjà, on peut faire un arrêté préfectoral, demander un arrêté préfectoral avec une discussion contradictoire et un plan dépiqué. Oui, tout à fait. Voilà. Non, mais voilà. Avant le Chacun fait faire son. et mettre à jour le cadastre. Dans Oui, tout à fait. Non, mais ça, on est d'accord. Hein. Ouais, j'ai eu la question d'une propriétaire qui demandait, dans ces cas-là, qui c'est qui paye le géomètre? Là, c'est le département. Alors, Voilà. le problème, c'est qu'au départ, quand ça s'est fait, il y a 20 ans, 25 ans, on se tapait dans la main et on disait, écoutez, vous allez remettre à jour le cadastre. Et puis, le technicien a changé, de l'eau a passé sous les ponts, la personne est partie, et il n'y a rien qui a été fait. Donc, le cadastre en Corrèze est un des cadastres qui est le plus mauvais, où il y a des mises à jour pratiquement permanentes. Oui, il y a des. Par contre, dès lors où, actuellement, ils ont refait des ouvrages d'art, notamment pour des ruisseaux, des rivières, où ils ont allongé de 2 mètres ou 3 mètres dans la propriété, dans la propriété privée, et à ce moment-là, ces 3 mètres sont pris en compte. Et là, on peut demander effectivement que ce soit le département qui le prenne en charge. Et moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que le propriétaire privé, à un moment donné, a donné de son terrain au département. Et donc, logiquement, il devait faire la mise à jour du cadastre. Oui. Parce que demain, je prends un exemple, demain on hérite. Là, on est à la 2e génération de personnes qui sont parties de la Corrèze, ou qui vont en train de partir. Moi, je ne suis pas sûr que demain, mes enfants vont peut-être vendre. Moi, j'aime bien les arbres, j'aime bien la forêt, je suis sylviculteur, mais mes enfants, demain, ils vendent la parcelle. Et j'ai une parcelle qui fait 300 mètres de long, et c'est entre 3 mètres de reprise de la route. Sur 300 mètres, ça fait 1000 mètres carrés environ, qui va être pris. Sur les parcelles ici en Corrèze, elles sont étroites. Là, j'ai de la chance, j'ai une parcelle qui fait à peu près 2 hectares. Mais 2 hectares, 1000 mètres carrés sur 2 hectares, vous achetez du terrain, je vous vends une parcelle de 2 hectares et vous en avez que 1900. Vous allez me serrer la main, merci M. Auberti, c'est une bonne affaire que je viens de faire là. Non? Oui. Vous allez dire maintenant. Non, mais encore une fois. Donc c'est ça qu'il faut mettre en place, et c'est l'argument majeur qu'il faut avancer. C'est-à-dire que demain, si on vend, et si on est dans le patrimoine, et on est dans la succession, il faut absolument que le cadastre soit mis à jour. Non, mais c'est. Moi, c'est ce que je vais Jean-Marie, défendre. juste une petite précision. Le cadastre n'est pas un document contractuel qui délimite les propriétés. Le cadastre est un instrument fiscal qui sert à déterminer l'impôt foncier. Mais, alors c'est Par très contre, le bien. seul truc qui est valable, c'est le bornage. Alors c'est le bornage, je suis d'accord. Par contre, Pas le cadastre. demain, vous avez une propriété qui fait 2 hectares. Mais en réalité, vous en avez que 1900. Mais vous payez les impôts fonciers sur 2 hectares. Et si jamais demain, vous avez un incident ou un accident sur votre propriété qui est en limite du département, qui est responsable? Celui qui est propriétaire du terrain ou celui qui en a la jouissance, sans l'avoir notifié? Je pose la question, moi. Je réponds pas. Attends, si, remets la photo du haut, parce que juste pour revenir Vas-y. sur la technique des arbres.
quand on dit les arbres sont... Tu baisses un petit peu, vite un petit peu. Non. C'est pas possible. Voilà. Bon. Vous avez tous les arbres font des fourches. Bon. Et un point de faiblesse sur un certain nombre d'espèces, c'est les fourches, parce que la fourche, elle pousse et il reste un morceau d'écorce entre les deux branches. Ces branches s'épaississent, mais le morceau d'écorce, il est encore là. Et c'est un point de faiblesse mécanique. C'est ce qu'on appelle des fourches à écorce incluse. Donc l'art de l'élagueur, c'est de regarder arbre par arbre si cette fourche-là n'est pas une fourche à écorce incluse. Si c'est une fourche à écorce incluse, pour garantir l'avenir, on va couper ici. Avec un angle de coupe déterminé. Donc, si vous voulez, ça demande. L'élagueur doit se poser cette question-là. L'élagueur ne doit pas venir avec une machine et couper tout ce qui n'est pas. Ça n'a pas de sens. Parce qu'après, ça va repousser n'importe comment. L'élagueur doit regarder chaque branche individuellement, mais avec l'habitude, si vous voulez, c'est très facile. Ça va très vite. Et il peut très bien dire, les chênes, en général, le chêne n'a pas beaucoup de problèmes d'écorce incluse. Il y a beaucoup d'arbres qui ont des problèmes d'écorce incluse, en particulier les acacias. Classique de l'acacia, vous avez des fourches qui sont très serrées, et l'écorce au milieu, et en général, après avec des grands coups de vent, on trouve beaucoup de branches d'acacia par terre, qui vont casser sur des fourches. On passe en dessous. Donc ça, c'est une lisière qui a été traitée. Vous avez, ça c'est un cas typique de route départementale moyenne de la Corrèze, avec à la fois des plantations de résineux. Vous avez intercalé dedans des noisetiers, des bouleaux, etc. De l'autre côté, là, vous avez des noisetiers. De temps en temps, vous avez un gros chêne, etc. Bien évidemment, c'est très simple de venir avec une machine et de tout dézinguer, mais on n'aura résolu aucun problème. Et en plus, on va avoir rendu cette route extrêmement laide. Donc un impact paysager considérable. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, il faut sélectionner. C'est-à-dire, là, par exemple, sur ce genre de lisière, on peut sans problème recéper, c'est-à-dire couper à la base, par exemple, tous les noisetiers, et vous revenez dessus tous les 10 ans. Normalement, c'est un travail normal, c'est un travail d'entretien, c'est ce qu'on appelle de l'entretien normal. Après, quand vous allez arriver là, vous allez tomber sur ce chêne. Donc, c'est un chêne, il est assez important dans le paysage, il a un tronc assez proche, etc. Bon, bien évidemment, il déborde dessus. Donc, ça veut dire que le vrai travail de l'élagueur, déjà s'assurer qu'effectivement personne ne touche, mais là, il est bien que les 4,50 m, ils sont largement. Donc, regardez toute la partie de l'arbre qui est au-dessus de la route, mais aussi, en général, on regarde la totalité, voir s'il n'y a pas des champignons, voir s'il n'y a pas des branches de bois mort, etc. Et on fait un nettoyage. Et si, bien entendu, quand vous arrivez au pied de l'arbre, et que vous avez un gros champignon, là, genre une langue de bœuf, des ganoderne, des trucs comme ça, là, il faut dire, oh, attention, on a un problème. Alors, soit vous tenez vraiment à l'arbre et vous allez voir un expert qui va vous dire ben, c'est dangereux, c'est pas dangereux. Soit c'est un arbre auquel il peut être sacrifié. Mais les gros champignons visibles, ça veut dire que le champignon il est dans le bois assez profond. Alors, soit ça touche bien la structure, à ce moment-là, il faut couper. Soit c'est juste superficiel. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment un travail d'expert. Et alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ces arbres, est-ce que les résineux gênent? En plus, le résineux, il a hormis vraiment dans des arbres très vieux, il n'a pas beaucoup tendance à étendre ses branches. Il pousse surtout en hauteur. Est-ce que ces bouleaux, ces noisetiers, est-ce que ces trucs-là gênent? Non. Est-ce qu'ils ont un intérêt? Oui, parce que du point de vue paysager et du point de vue biodiversité, ils introduisent, là, vous voyez, c'est fait en hiver, hein, mais même, on voit bien que le paysage est varié, que c'est comme l'automne, vous connaissez tous des routes où il n'y a que des douglas. Bon, c'est un folichon. Sauf des grands douglas, comme on a vu ce matin, c'est autre chose. Mais
moi, je trouve que cette scène, moi j'ai photographié cette scène de paysage, parce que j'ai trouvé que c'était tout à fait typique de ce qu'on trouve en général, et de la question qu'il faut, des bonnes questions qu'il faut se poser en présence d'une chose comme ça par rapport à ce problème d'élagage. Et on revient toujours à la théorie du cas par cas, c'est-à-dire qu'il faut élaguer ce qu'il faut élaguer, mais s'il n'y a pas besoin d'élaguer, on n'élague pas. Alors voilà, donc ça, on retrouve les schémas de tout à l'heure, dans lequel j'ai mis le grenier, à l'échelle. Donc vous voyez, il y a différents cas de figure. Ici, vous avez ce qui dépasse, en fait, c'est lié à des perches qui sont déjà penchées. Donc, à quoi ça sert d'aller bricoler ces trucs-là, dans la mesure où ça va s'alourdir, que l'arbre va continuer à pencher, etc. Donc, il faut couper ici, ici. On coupe 3 trucs, c'est terminé. Et ceux qui sont derrière, ceux qui vont être remis en lumière, ils vont pouvoir se développer plus harmonieusement. Pareil ici. Là, on a sans doute un arbre d'avenir, parce qu'il a déjà une charpente, il y a déjà quelque chose qui est constitué. Par contre, devant, vous avez des merdes qui l'empêchent de pousser correctement. Donc, vous faites un travail de forestier. Vous coupez ces trucs-là. Et vous pouvez éventuellement, si vous avez peur que cette branche-là, quand il y a de la neige, elle descende et que ça touche le camion quand il y a de la neige, bon, on peut enlever ce qu'il y a dessous. Et vous conservez la branche avec le tire-sève qui va là, de façon qu'elle puisse continuer à se développer de façon contrôlée. Et la gage intelligent. La même chose ici. On enlève ça, on enlève ces 2 perches et tout va bien. Mais c'est de l'élagage, au cas par cas, ça veut dire que c'est une petite équipe. Au lieu d'avoir la grosse équipe avec le lamier qui passe et qui coupe tout, c'est une petite équipe de mecs avec un petit camion nacelle, chantier mobile, ils avancent, ils peuvent faire plusieurs kilomètres par jour, et ils n'enlèvent que ce qu'il faut enlever. Et ça ne se voit pas. Et ça garantit l'avenir des arbres, parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir des beaux arbres. Parce que ce qu'il faut voir, une chose qu'il faut voir, c'est qu'en Corrèze, la plupart des beaux arbres sont des vieux arbres, et qu'il n'y a pas de relève. C'est-à-dire que ces arbres vont finir toujours par disparaître. Petit à petit, ça va s'amenuiser. Comme on n'en replante pas, eh bien, on va se retrouver avec un paysage de plus en plus déshabillé. Alors que si on travaille les lisières comme ça, on va pouvoir faire émerger les arbres qu'on va former, on va sélectionner un certain nombre d'arbres, on va former sur un certain linéaire, et dans 50 ans, 80 ans, ce sera les pépères de l'époque. Voilà l'avenir. Alors, voilà, la même chose appliquée à ce gros arbre. Tout à l'heure dans le schéma, c'était coupé ici, c'était coupé là. Au lamier en plus, avec des gros chicots. Et devant, par contre, ils n'avaient pas touché à ça. Donc vous avez cette perche qui n'a aucun intérêt, celle-là qui est située derrière qui n'a aucun intérêt. Donc vous enlevez ça, vous enlevez ce qui pendrouille, vous enlevez ça et c'est terminé. Et ça, c'est des travaux qui sont faciles à faire. Et le grenier, vous voyez, attends, 6 mètres c'est là. Vous avez 4,50 m, 6 mètres c'est là. Donc on dégage à 6 mètres. 9 mètres, voilà, la limite du département, tout de suite, c'est ça. Ça veut dire que le département, lui, avec son tracé en courbe, là, il va venir enlever tout ça. Bien sûr, s'il tape dans cette branche-là en faisant ça, il va laisser une grosse branche avec une grosse coupe au bout. C'est très mauvais. Il faut toujours laisser un tire-sève, il faut toujours laisser. Voilà. Donc, un exemple, voilà, cet arbre-là, il y a 2 arbres l'un derrière l'autre, je crois. C'est des châtaigniers qui sont sur la route de Saran. Alors, je ne sais plus comment s'appelle le petit village qui est là. Vous voyez, c'est très simple de mesurer sur les photos. Vous allez voir sur l'IGN, vous pouvez mesurer la largeur de la route à cet endroit-là. Moi, j'ai mesuré 5 mètres. Vous mettez effectivement perpendiculaire à l'arbre. Les lois de la perspective font que vous prenez cette hauteur-là, vous la remettez là, perpendiculaire, les 5 mètres, ils sont là. Donc l'arbre, il est a priori, les branches sont à 6 mètres. Il n'y a rien à y faire. Sauf à le regarder dans son ensemble et éventuellement branche par branche, voir si on trouve un gros champignon ici,
Bien entendu, il faut couper. S'il n'y a pas de champignons, si la branche est saine, on la laisse. Et par contre, ça n'empêche pas, tous les 5 ans, de regarder, de passer, de surveiller. La gestion de l'arbre, c'est ça aussi. C'est le coup d'œil. Alors, bien sûr, il y a des particuliers qui ne savent pas faire. Mais cet arbre-là, si vous voulez, s'il est là, si ces 2 arbres-là sont là, dans cet état-là, avec cette forme-là, avec les branches à 6 mètres, c'est bien parce que quelqu'un s'en est occupé à un moment donné. Et c'est des arbres qui appartiennent à qui? On n'en sait rien. Ils sont à cheval. C'est toujours, dès qu'on regarde dans le détail, vous voyez, on a toujours un problème d'interprétation, de savoir à qui appartiennent les arbres. Et il y a beaucoup d'arbres qui ont été coupés par les gens qui ne voulaient pas élaguer, qui en fait étaient des arbres du département. Alors voilà des exemples, ça j'ai mis des exemples. Ganoderme, polypore hérissé, ça c'est très mauvais. Quand vous avez des fructifications qui sont à ce stade-là, et souvent, et en plus, peuvent être soit dans la ramure, soit au niveau du collet, là c'est un gros signal d'alerte. Alors si vous tenez vraiment beaucoup à l'arbre, vous pouvez faire venir un expert qui va vous dire non, c'est pas grave, si c'est grave. Voilà. Si c'est un arbre de moyenne importance, il serait plus prudent de le couper. Mais c'est jamais systématique. Hein. C'est jamais systématique, c'est pas parce qu'il y a un champignon que l'arbre est condamné. Parce que c'est une mécanique compliquée, l'arbre. Mais de toute façon, ça c'est signal d'alarme. Ça c'est les plus courants, je veux dire. Ça c'est sur être. Hein. Et on a vu ce matin des polypores sur quelques hêtres de la route des hêtres. Hein. Et en particulier sur des hêtres qui n'étaient pas marqués. Il y avait des hêtres marqués et qui n'avaient rien. Il fallait comprendre. Alors après, dans ce guide, vous avez un certain nombre de considérations. Alors voilà, vous avez un arbre. Manifestement, vous voyez cet arbre-là, il n'est pas, c'est un chêne, il n'est pas du tout en bonne forme. Il fait partie d'un endroit qui a été élagué, soi-disant soigneusement élagué. Les gars qui ont fait le boulot, ils ont laissé cet arbre-là, dans cet état-là, sans enlever le bois mort. C'est pas un travail. Parce qu'ils ont l'obligation, commodité de passage, sûreté. Ça, c'est pas un arbre sûr. C'est un arbre dangereux. Donc, il faut que l'élagage traite ce problème. Alors, soit on considère qu'il est vraiment trop vieillissant, trop dépérissant, trop machineur, et à ce moment-là, on l'enlève. Mais en ayant dans l'idée d'en replanter un autre, parce que c'est pareil, l'idée de renouvellement. Et en dessous, vous avez un problème, voilà, qui est ce problème-là. Tu peux zoomer un peu sur la photo. C'est une photo que j'ai déjà mise tout à l'heure, pour un autre thème. Vous avez ici un verger linéaire de châtaignier. C'est sur Darnay, je crois. Verger linéaire de châtaignier. Vieux châtaignier. Je conçois tout à fait que ces arbres, on peut les trouver jolis, pittoresques, etc. On peut aussi les considérer en disant ces arbres me font peur. Il y a du bois mort, vous voyez. Voilà. Mais, étant donné l'aspect patrimonial des châtaigniers, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le côté pittoresque, le côté identitaire du paysage corrésien, il faut vraiment faire la part des choses entre ce qu'il faut faire pour la sûreté, parce que là, il n'y a pas de problème de commodité de passage, hein, c'est sûr, sans problème. La sûreté et la conservation de ces arbres. Et ne pas les condamner d'avance, parce que c'est des vieux arbres qui vont nous emmerder. Donc ça veut dire qu'un ensemble comme ça doit être considéré de façon soigneuse, en les faisant examiner par des élagueurs qui sont spécialisés en vieux arbres, et ces élagueurs vont enlever uniquement ce qui est nécessaire. Et après, ces arbres, il faudra peut-être les revoir tous les 10 ans, mais ils resteront un trésor communal sans aucun problème. Bon, les arbres qui sont situés de l'autre côté, il n'y a strictement rien à faire. La commodité de passage est assurée parce qu'ils sont assez, ils ont déjà, je pense, déjà été élagués correctement. Et puis bon, c'est des arbres qui sont assez jeunes. Et simplement surveiller s'il y en a qui a du bois mort, comme des problèmes de forêt. Ça, c'est un travail. Mais, comme
ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont des réflexions qui nécessitent un investissement intellectuel. Donc avec des gens compétents et auxquels on passe les bonnes commandes. Donc il faut que soit la commune, soit le propriétaire, soit le département passe une bonne commande à des bons élagueurs avec un bon cahier des charges pour dire vous allez intervenir sur des arbres âgés. Donc il y a tout un tas de... C'est très spécifique l'élagage des arbres âgés, il y a des gens qui ne savent pas faire, bien qu'ils prétendent. Il y a des gens qui vont par exemple prétendre ah ben attends, on aura tout enlevé tout ce qu'il y a au-dessus, ça va aller booster. Catastrophe. Catastrophe, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. On ne rajeunit pas un arbre. On va avoir l'illusion qu'il est rajeuni parce que quand vous coupez des gros morceaux ou vous enlevez une grande partie du feuillage, l'arbre il est en équilibre avec les racines et le volume de feuillage. Vous enlevez du feuillage, alors il y a deux solutions. Soit les racines dépérissent, à ce moment-là, votre arbre il est sérieusement embauché parce qu'en plus il risque de tomber. Soit il va se démerder, se démener comme un beau diable pour reconstituer le plus vite possible tout ce qu'on a enlevé. Donc il va faire beaucoup de branches avec des grosses feuilles. Et vous allez avoir l'impression, comme beaucoup de gens, parce que c'est une idée reçue, que l'arbre, nom de Dieu, ça lui a fait du bien parce que regarde comme il repousse, etc. Non, c'est une réaction de stress. Et de toute façon, il est obligé de puiser dans ses réserves, et donc l'arbre est affaibli. Donc c'est toujours une mauvaise solution, en particulier sur les vieux arbres. Alors après, vous avez ici tout un catalogue de figures sur ce qu'il ne faut pas faire. Bon, c'est simple à comprendre. Là-haut, ça on ne fait pas. Là, je n'ai pas mis de trait rouge, c'est pareil sur le troisième. Mais... Et ça, vous avez dans le marché des entreprises qui ont signé le cahier des charges des entreprises, il y a un prix spécial pour faire ça. Soi-disant sur des arbres qu'il faudrait essayer de sauver. Mais ça ne suffit pas. C'est pas ça pour sauver un arbre, on ne fait pas ça. Ça, c'est du rapprochement, je ne sais pas, ça ne se fait pas. De la même manière, ça, tout le monde l'a vu, peuplier d'Italie, oh là là, il est trop grand, est-ce que tu peux en enlever 6 mètres? Pas de problème, mon pauvre monsieur. Ça, c'est la réponse de l'élagueur standard qui ne veut pas perdre un marché. L'élagueur motivé dit non, 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 ça, vous risquez rien. Il ne fait pas le boulot. C'est pas très commercial. Hein. Mais je dis, un élagueur normal ne peut être été un peuplier d'Italie. Pourtant, il y en a beaucoup de peupliers d'Italie qui sont été. Donc, il y a des gens qui font le boulot. Et là, vous avez ce genre de truc. Là aussi, c'est un peu décrit dans les marchés d'entreprise. Alors, ça combine deux techniques. La réduction de couronne, c'est-à-dire que l'arbre, au départ, il était vachement plus tendu. Donc, on a coupé, vous voyez, on a coupé ici, etc. Et en plus, on a enlevé des branches au milieu. Donc, on a éclairci. Ça, c'est très mauvais, ça ne sert à rien, c'est inutile. Parce qu'en plus, en fonction des essences, ce qui va se passer à chaque extrémité, c'est que chaque extrémité, quand vous coupez trop gros, ça provoque, en termes de métier, on appelle un balai de chiottes, c'est-à-dire que vous avez 50 bourgeons qui vont partir pour faire des toutes petites branches, et là, contrairement aux vraies branches, elles sont fixées que sur le périphérique. C'est pas ancré dans l'intérieur du tronc. Donc, d'abord, sur les 50, il y en a peut-être 5 qui vont survivre, mais pas instantanément. C'est-à-dire qu'au bout de 5-10 ans, vous allez avoir 45 bois morts qui vont tomber. Et en plus, celles qui restent, elles sont mal ancrées, donc au premier grand coup de vent, elles tombent. Donc ça, c'est complètement idiot. Ça ne sert à rien. Alors après, vous avez dans le détail tout ce qu'il ne faut pas faire au niveau des instruments, des coupes, des machins. Donc je pense que si vous avez des schémas comme ça, c'est assez facile à comprendre. Hein. Alors après, vous allez montrer ça à des gens, mais ils disent non, c'est pas ça. S'il y a des gens, s'il y a des élagueurs qui contestent ça, il faut les virer. Ils ne connaissent pas leur travail. Oui, on continue. Il est déjà 6 heures. Oui, non, on va arrêter. Donc là, après, vous avez, voyez, ça, les conséquences de l'élagage au lamier ou à la pince, ça donne ça après, donc c'est ce que j'ai fait tout de suite. Là, vous avez un élagage typique au lamier avec les branches qui sont coupées en biseau, parce que la lame, elle fait ça. Donc ça, c'est ce que achètent les gens qui signent avec les AVAC. Hein. Et là, après, vous avez un certain nombre de détails qui sont corrects, qui expliquent bien comment il faut couper, etc.
Et la façon dont ça peut... Vous voyez, ça finit par faire ça. Si la coupe est mal faite, ça fait ça. Donc c'est pas bon. Ça, c'est une question de savoir-faire. Ensuite, limite de propriété. Donc on revient sur le schéma d'avant. Pour bien... Non, juste après, là. Là. Donc ça, c'est un schéma important. Voilà. Donc, normalement, la règle, c'est ça. Vous avez les arbres, les limites de parcelles, théoriquement, sont là. Haut de talus, bas de talus. On a vu qu'il y avait beaucoup d'arbres qui étaient ici. Donc ça, normalement, c'est des arbres théoriquement appartiennent des départements, mais qui peuvent avoir été plantés. Par exemple, il y a des gens qui s'en souviennent. Ah, mais c'est mon grand-père qui les a plantés. Donc c'est compliqué. Alors, il y a une disposition dans le droit français qui est très très bizarre, et je ne sais pas si elle peut s'appliquer là, c'est qu'on pouvait avoir une propriété pour l'arbre et une propriété pour le terrain. Oui. Oui. C'est existe en droit forestier. Si par exemple, même dans une propriété privée, un propriétaire plante des arbres dans une propriété qui ne lui appartient pas, et s'il peut justifier qu'il s'est occupé des arbres pendant toute la durée de vie, les arbres lui appartiennent. Voilà. Donc voilà. Oui, après, on tombe dans des trucs super compliqués. Super compliqués, mais la règle, c'est ça. On va planter des vergers sur le Bon, qu'est-ce qu'on fait encore plus Alors voilà, le schéma que j'expliquais tout à l'heure. Il est disparu. Voilà. C'est ça. Vous voyez, ça c'est la position d'un arbre qui est juste en haut de talus, dans la limite de la route. Voilà, ça c'est un schéma réaliste. Hein. Les racines, c'est ça. Donc vous voyez, à l'échelle, vous avez, qui tient vraiment le talus, vous avez tout ce volume-là. Si l'arbre est coupé ou qu'il meurt, la souche va pourrir, et tout ça, ça va pourrir. Donc, c'est la figure que je vous ai montrée tout à l'heure sur la route du Forez. Ça part dans le ravin. Et ça, après, pour le rattraper, il faut construire un mode de soutènement. Si vous en avez 100 mètres, c'est un chantier à 200 000 euros. Alors que les arbres coûtent rien. Tu redescends. Donc là, c'est pareil. Il y a un peu compliqué le mode de production. Ici, par exemple, là. C'est pour montrer les différences entre un être formé pour être en bord de route. Donc, qu'on a finalement, vous voyez, il est parfait. Donc, il a fait l'objet d'élagage raisonné pendant des dizaines d'années. Voilà ce que donne l'arbre que le département a planté il y a 10 ans, sur un certain nombre de kilomètres de haute parisienne. Ils les ont plantés et ils les ont plantés dans le sens du terme puisqu'ils ne s'en sont plus occupés. Alors, ceux-là, celui qui est en haut, il est relativement loin de la route, hein, c'est sur l'ancienne 89, avant d'arriver à Rosiers, je crois, un truc comme ça dans ce coin-là. Il y en a plein qui sont dans un champ à 5-6 mètres de la route, donc ils peuvent pousser en largeur, mais ils ne donneront jamais ça. Et il y en a qui ont été plantés, moi je les ai bien suivis à un moment donné, parce que j'avais régulièrement appuyé d'Arnac, donc je prenais la route de Beaulieu. Il y a des kilomètres de jeunes êtres qui sont assez près de la route et qui ont pendant des années été laissés comme ça. Il a fallu que je hurle, à l'époque, c'est il y a 10 ans, hein, au conseil départemental, auprès des ingénieurs dont je parlais tout à l'heure, pour qu'ils finissent par comprendre qu'il fallait qu'ils les élaguent. Mais ils ont finalement élagué, à un moment c'était trop tard, parce qu'ils ont coupé des grosses branches qui étaient trop grosses par rapport au tronc qui est assez, donc on va avoir des arbres assez problématiques. Donc c'est un savoir-faire qui n'existe plus. Et vous voyez ce que je disais tout à l'heure, le chêne, le même chêne, vous plantez le même gland, vous revenez 200 ans après, là il est en plein champ, donc vous avez un arbre qui fait 15 mètres de haut, 20 mètres de large, etc. Le même en forêt, même ça, parce qu'il va chercher la lumière. Et quand vous êtes en bordure de route, vous plantez un arbre en bordure de route, il est comme s'il était en plein champ. Donc il faut l'élaguer pour avoir un arbre avec un tronc. C'est aussi bête que ça, c'est ce qu'on appelle la taille de formation. Voilà. Donc, si vous avez des questions, parce que je pense que je vous ai un peu assommé.
voyez, le raisonnement qu'on a, c'est qu'il faut à la fois connaître les textes, bien les connaître pour pouvoir bien les expliquer, et puis aussi connaître la technique, les arbres, comment ça pousse. Alors moi, je ne sais pas tout, j'essaye de progresser, donc moi, ce travail m'a beaucoup apporté au niveau personnel, parce que ça m'a permis de faire un point sur un certain nombre de choses, parce que pour pouvoir expliquer, il faut connaître. Donc, je suis prêt à vous répondre. En tout cas, on peut dire que ce document, il est téléchargeable sur les 2 sites que vous avez sur les prospectus. Voilà. Donc le bon guide de l'élagage, ce sera sur dirlim.jindo.com et sur Alerte Élagage Corrèze. Vous pouvez aussi poster des photos en fait des bords de route et on va vous inviter peut-être à essayer de parrainer ou de suivre, au moins au niveau photographique, les bords de route autour de chez vous, sur vos trajets de professionnels, etc. Alors, si vous voulez, vous n'êtes pas nombreux ici, mais vous connaissez des gens, donc vous diffusez. Vous diffusez ce discours qui est destiné à contrer le discours relativement menaçant. Est-ce que le conseil départemental continue à menacer les gens? Est-ce que vous travaillez conjointement avec le collectif Agir, Alors, Environnement et... Nous avons travaillé avec eux dès le début sur cette opération. Ils ont un diaporama qui propose... Oui. Mais on travaille main dans la main. C'est conjointement. On travaille main dans la main et ils disent la même chose que nous. Et pour vous dire la façon dont on est reliés, on a été invité comme opposant, dans sa grande magnanimité, par notre cher président du conseil départemental, à participer à 2, ce qu'ils appellent les comités de pilotage. Le comité de pilotage, vu de son point de vue, c'est je suis là, je vous explique et vous fermez vos gueules. C'est simple. Eh bien, il y avait un élagueur du groupe Agir et moi-même, on a participé à 2 comités de pilotage. On s'est finalement fait expulser du second parce qu'on osait critiquer et on osait poser comme... Parce qu'il nous avait dit, on veut bien travailler avec vous pour améliorer le modèle. C'est parfait. Le dessin que je vous ai montré tout à l'heure avec les jolis arbres qui penchent au-dessus de la route, c'est un dessin qui a été fait par Agir. Et donc qui a été réapproprié par le conseil départemental pour être totalement dénaturé. Parce que les Agir, ils n'étaient pas sur 9 mètres. Hein, jamais. Donc, si vous voulez, et on avait posé une condition pour continuer à travailler avec le conseil départemental, justement pour l'élaboration du cahier des charges des entreprises, c'était de pouvoir discuter sur la hauteur. Niet. Et moi, j'ai compris. Parce que vous avez bien compris que nous, on prône, on ne va pas dire qu'il ne faut pas élaguer. On dit qu'il faut élaguer raisonnablement, correctement, et au cas par cas. C'est-à-dire pas systématiquement, parce que c'est un abus de pouvoir. Et juridiquement, c'est un abus de pouvoir. Techniquement, c'est une connerie monstrueuse. Et en plus, financièrement, il y en a pour 800 000 euros. Vous n'auriez pas saisi le truc. Le département est prêt à mettre 800 000 euros dans l'opération. Plus ce qui va être donné par la Chambre d'agriculture, qui fait les inventaires. Non, mais ça, c'est oui, tout à fait. Donc, vous voyez, le département il a dépensé beaucoup d'argent, en fait, pour une opération qui n'est pas fondée juridiquement, mais qui est nuisible techniquement. Ça, il faut bien le savoir. Hein, c'est quelque chose. Et en plus, là où je pense qu'il y a franchement une escroquerie, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que les gens qui vont signer avec la FAC, ils ne savent pas pourquoi ils signent. Ils ne savent pas combien ça va leur coûter, ils ne savent pas ce qu'ils vont obtenir au résultat. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été fait. Les gens, au départ, ils ont peur, certains. Je ne prendrai pas un exemple, mais une dame, à proximité d'Égletons, a fait couper un hêtre par un prestataire qui lui a demandé, pour couper le hêtre qui tombait sur une route communale, qui tombait naturellement sur la route communale, on lui a demandé 4 000 € et elle donnait le bois. Et elle s'en est sortie avec 2 900 €. Et elle m'a dit, vous ne dites rien, parce que mon mari serait là, veuve, 70 ans. Il aurait sorti le 12. Elle m'a dit, j'en ai honte. Elle m'a dit, Gabi, tu dis rien. Donc je tais son nom. Oui, je peux vous assurer que c'est pas un cas unique. Aujourd'hui, c'est pas un cas isolé. C'est pas un cas isolé. Et là, on recommence. Mais aujourd'hui, au lieu que ce soit avec des prestataires, c'est le conseil départemental qui prend la ZAFAC, qui est spécialisé dans l'irrigation et dans le drainage des parcelles. Oui, éventuellement, je vais faire des chemins forestiers. Qui va passer dans le cadre de l'élagage. Et donc là, au niveau de la responsabilité civile, c'est là où c'est surtout important,
c'est quand vous confiez l'élagage à un professionnel. Si l'arbre tombe sur la route, sur un fil électrique, je vous rappelle qu'aujourd'hui, j'étais à Groupama et j'ai rencontré le directeur général la semaine dernière. EDF aujourd'hui arrive à réclamer jusqu'à 80 000 € quand un arbre tombe sur un poteau. Les lignes à très haute tension. Ah oui, ça c'est différent. Mais il y a des lignes à très haute tension aussi. Oui, non, mais et c'est sur pas les lignes à différent. haute tension, c'est exactement pareil. Mais là, ils ont limité et ils sont à 15 000 €. Oui. C'est-à-dire que systématiquement, quand ils ont un problème, c'est 15 000 €. Donc après, si la personne n'a pas de responsabilité civile, je ne sais pas si vous voyez le dégât, mais là, à ce moment-là... Non, mais normalement, c'est l'entreprise. Ouais. Jean-Maurice, c'est l'entreprise qui doit... Alors que là, c'est l'entreprise qui doit le faire. Mais on ne sait pas quelle est la garantie que l'ASAFAC a passée avec le conseil départemental. À mon avis, pas beaucoup, parce que ce sont des très petites entreprises qui vont faire l'élagage. Mais il est bien marqué sur les papiers qu'avait envoyé le conseil départemental et qui concerne l'ASAFAC que le propriétaire était tenu de prendre une assurance. Voilà. Voilà, donc c'est que... Ça, c'était marqué Et dans pourquoi encore? Parce que quand vous coupez des arbres de bordure, que ce soit des feuillus ou des résineux, ces arbres sont très bien enracinés, ils protègent la forêt. Si demain vous les coupez, et qu'il y a un arbre qui est à côté, ou vous les faites couper, l'arbre qui est à côté, c'est votre responsabilité civile qui prend. Alors attention, vous en avez un. Mais aujourd'hui, avec les tempêtes, les coups de vent, et en même temps le déséquilibre qui va être fait par un égalage sauvage, on va avoir, à mon avis, Plus de dégâts sur les... plus sur de les dégâts implantations. sur les lignes téléphoniques, y compris ou électriques, qu'avant. Oui, bien sûr. Parce que les grands arbres, les grandes tempête. branches comme ça, elles sont solides, elles ne sont pas flexibles pratiquement. Mais les petits arbres qui vont pousser à côté, un bouleau qui va pousser, parce que on a aujourd'hui un vrai problème en Corrèze, c'est qu'il n'y a pas de replantation. Les personnes qui ne vont pas replanter, il va pousser quoi? Il va pousser des arbres Des bouleaux du pays, des bouleaux, des sylvestres, qui vont pousser, qui vont grimper, ils vont être très fins, très Et fragiles. vous avez tous Au vu moins ce que ça donne. au moins Non, un coup puis, de neige, Un coup de ils neige. tombent sur la route. Non, mais ils ne tombent pas, ils se courbent. Ils se courbent. Voilà. Ils font le dos. Alors, si vous voulez, juste pour votre information, nous avons disposé, grâce à nos amis du Puy-de-Dôme, qui sont aussi mes complices dans l'opération, parce que dans le Puy-de-Dôme, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Arbres Citoyens, et nous travaillons également sur la pédagogie, etc. Donc, nous avons mis en place, dans la salle d'exposition qui est à l'autre bout du bâtiment, une exposition qui n'est pas du tout sur le même thème que ça, qui est beaucoup plus générale sur l'arbre, qui s'appelle « Est-ce ainsi que les arbres vivent ?» Alors, on peut aller jeter tous un petit coup d'œil là-bas, mais je vous invite à revenir parce qu'elle va être en place pendant 3 semaines. En accès libre, sauf le lundi où c'est fermé. Donc ça va nous mettre un peu d'oxygène, de bouger le nez. Et juste pour rappeler, par rapport à la question de la dame, comment on travaille avec Agir et Corrèze Environnement? Ah bah, alors En fait, Corrèze Environnement participe aux réunions du CRAC quand on se réunit, parce qu'on a un groupe d'associations, d'individus, de professionnels, etc. Et Corrèze Environnement, ils ont un juriste, un Limousin Affaires Environnement, et ils se sont engagés à aller avec les propriétaires au tribunal si jamais les propriétaires peuvent attaquer ou se défendre du département. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que quand on nous demande, quand il y a des propriétaires notamment qui nous demandent à qui il faut s'adresser pour élaguer proprement, la réponse c'est qu'il faut aller voir les gens d'Agir. Les gens d'Agir, ils sont responsables en fait. C'est ceux-là qu'il faut aller voir, c'est pas ceux qui sont envoyés par le département. Parce qu'ils répondent à une commande. Ils ne sont pas responsables en fait. Voilà, c'est juste la petite précision.